Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur quelque chose d'assez stupéfiant, un effondrement politique et social mais d'une rapidité incroyable. On a tous vu, enfin on a entendu parler de ces images chocs du Népal, un gouvernement balayé en moins de 24 heures. Oui, bonjour. Et le pouvoir qui se retrouve repris par la rue, comme ça, dans une sorte d'explosion de colère. C'est vraiment ça qu'on va essayer de décortiquer. Exactement. On va regarder ça de près en s'appuyant sur une analyse assez détaillée, une vidéo YouTube qui raconte bien la chute du gouvernement, les causes, les conséquences directes. Et on a aussi un autre document, un texte, qui s'appelle « Appel à l'insurrection guinéenne ». Et là, c'est intéressant. Il cite carrément le Népal comme un modèle pour un changement radical en Guinée. D'accord. Donc l'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé au Népal, la chronologie, mais aussi les déclencheurs. Parce que ce n'est pas juste la pauvreté, visiblement, il y a autre chose. Oui, il faut aller au-delà de ça. Analyser aussi cette violence extrême qui a eu lieu. Et puis voir quelles leçons on peut en tirer, quels parallèles, surtout avec cet appel pour la Guinée. Tout à fait. Alors commençons par l'effondrement lui-même. La vidéo insiste beaucoup sur la rapidité, la soudaineté de la chose. Ah oui, complètement. L'analyse décrit vraiment une désintégration de l'autorité en moins d'une journée, quoi. Plus de gouvernement, plus rien. Plus de police active non plus. C'est ça. La police, soit elle est devenue inactive, soit elle a été débordée, voire même elle s'est rendue par endroits, selon ce qui est dit. Et l'armée, elle, serait restée plutôt passive en observation. Le pouvoir, littéralement, dans la rue. Les institutions, pouf, disparues. Balayé, c'est le terme. Et cette reprise en main par la rue, ça s'est fait comment? J'imagine pas dans le calme. Ah non, pas du tout. La vidéo parle d'abord de destruction de symboles, les bâtiments publics incendiés, les écoles, les universités, même le palais de la capitale. Waouh, mais ça ne s'est pas arrêté au mur, si. Non, justement. La colère s'est tournée de façon très personnelle contre les élites. L'analyse raconte que des citoyens sont allés directement au domicile des ministres, des anciens premiers ministres. Pour faire quoi? L'intention rapportée, c'était clair. Les trouver, les pourchasser, les neutraliser. Et là, on parle d'exemples de violence vraiment inouïes. Oui, j'ai lu ça. Le compte-rendu parle de lynchage, d'exécution sommaire. Le ministre des Finances, par exemple. Oui, on décrit un sort terrible pour lui. Traîné dans la rue, torturé, puis tué. C'est très cru. On parle aussi de l'épouse d'un ex-ministre brûlée vive dans l'incendie de sa maison. Et l'analyse souligne même, et c'est glaçant, que les enfants n'auraient pas été épargnés. D'autres noms de personnalités politiques sont cités parmi les victimes. Le président du Congrès népalais, le ministre des Affaires étrangères. C'est une rupture totale, en fait. Une violence qui... Ce que l'analyse met vraiment en avant, c'est ce contraste terrible entre le luxe, l'opulence de ces élites, juste avant on voit des images apparemment, et leur fin brutale. Ça montre bien, selon cette lecture, la fragilité d'un pouvoir quand il perd toute légitimité, quand la peur change de camp. C'est effrayant. Mais qu'est-ce qui a pu nourrir une telle rage? Quelles sont les racines profondes de ce mécontentement? L'analyse en parle. Oui. Le premier point, c'est une corruption décrite comme généralisée, quoi. Pourri jusqu'à l'os, c'est l'expression utilisée. Pendant que les gens galéraient pour le quotidien, la nourriture, le logement, le travail, payer les factures. Les dirigeants s'en mettaient plein les poches, en gros. C'est ça l'idée. Une accumulation de richesses jugée péontée. Et puis, il y a ces grands projets. Ah oui, les projets d'infrastructure, c'est ça, hein? Exactement. Des projets perçus comme inutiles, pharaoniques par la population, et qui, selon l'analyse, servaient surtout de façade pour des détournements massifs d'argent public, des coûts gonflés, etc. Une kleptocratie, en somme. D'accord. Donc, corruption, inégalité. Et l'étincelle, alors? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Alors là, il y a une combinaison. Mais un élément est particulièrement souligné comme inflammatoire. C'est l'humiliation. L'humiliation. Oui, l'humiliation ressentie par beaucoup face à l'étalage du luxe, notamment par les enfants des dirigeants, sur des réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Voir cette jeunesse dorée afficher sa vie facile alors que le pays sombrait, ça a été perçu comme une provocation insupportable. Je vois. Et face à ça, la réaction du gouvernement, ça a été quoi? Tenter de calmer le jeu? Pas vraiment, non. Plutôt le contraire, la répression. L'analyse vidéo parle d'une tentative de censure massive des réseaux sociaux. Ah oui? Comment ça? En gros, le gouvernement aurait voulu forcer les plateformes à donner accès aux données des utilisateurs, pour surveiller, identifier les critiques, supprimer les contenus hostiles, arrêter les opposants. Et les plateformes ont accepté?
Apparemment, la plupart ont refusé, sauf une, selon l'analyse. TikTok. Eux auraient accepté de coopérer. D'accord. Et donc les autres? Bannis, c'est ça. Les autres réseaux sociaux majeurs auraient été interdits. Une mesure radicale. J'imagine l'impact. Multiple et sévère d'après le compte-rendu. D'abord, plus de communication libre, obligé de passer par les réseaux télécoms normaux, suspectés d'être surveillés par l'armée. Et économiquement aussi. Un choc. Beaucoup de petits commerces, d'entreprises qui dépendent d'Internet. Paralysés. Et puis, psychologiquement, ce sentiment d'être coupé du monde, enfermé, ça a dû exacerber la colère, c'est sûr. Anticorruption, qui était déjà prévu, Uhum. a fusionné, en quelque sorte, avec une nouvelle protestation, beaucoup plus jeune, contre cette censure numérique. Les deux colères se sont rencontrées. Et ça a dégénéré comment? La manif était pacifique au départ? Oui. L'analyse décrit une marche plutôt calme au début, slogan anti-corruption, anti-censure, mais ça a basculé quand des manifestants ont essayé de s'approcher ou d'entrer dans des bâtiments officiels. Et là, la réponse des forces de l'ordre. A été d'une brutalité extrême, selon le récit. Pas de sommation, pas de gaz lacrymo au début non. Directement des tirs à balles réelles sur la foule. À balles réelles. C'est ce que l'analyse rapporte, en précisant que beaucoup de victimes étaient des jeunes, parfois même en uniforme scolaire. Le bilan initial donné fait froid dans le dos. Plus de 400 morts et blessés très vite. C'est terrible. Et ça ne s'arrête pas là. L'horreur, si on en croit l'analyse, c'est que la police aurait même visé les secours. Tir sur les entrées des hôpitaux, tir sur les ambulances qui évacuaient les blessés. Une tactique de terreur, vraiment. C'est inimaginable. Ça dépasse tout. Et ensuite, le gouvernement a instauré un couvre-feu. Oui, un couvre-feu total. Et ce couvre-feu, toujours d'après la vidéo, s'est transformé en chasse à l'homme la nuit. Comment ça? Des témoignages vidéo montreraient des patrouilles qui exécutent sommairement des gens trouvés dehors. Pire encore, des raids auraient été menés chez des leaders de la contestation pour les liquider. On parle de porte-à-porte meurtrier. Face à une telle violence d'État, comment la situation a pu se renverser? Comment les gens ont surmonté la peur? C'est la question clé. L'analyse suggère que c'est justement la brutalité de la répression qui a fini par galvaniser la colère, au point qu'elle a submergé la peur. Les forces de l'ordre, même militarisées, ont été débordées. Débordés? Oui, certains policiers se seraient rendus, d'autres ont été neutralisés par la foule en colère. Et c'est là, à ce moment précis, que la dynamique s'inverse complètement. La chasse change de camp. C'est le début de la chasse aux élites. Les responsables politiques, administratifs, traqués. Exactement. Certains essayant de fuir par tous les moyens, hélicos, camions militaires, même des ambulances. L'ironie tragique quand on pense aux tirs sur ces mêmes véhicules. Et ceux qui sont restés? Ils ont subi le pire sort, apparemment. Des scènes de lynchage sont décrites. Et en parallèle, la destruction continue. Les centres de données, les archives, comme pour effacer toute trace de l'ancien régime. Et la situation actuelle, d'après la vidéo, c'est quoi? C'est le vide total du pouvoir. L'expression utilisée, c'est « zéro gouvernement ». Zéro gouvernement? Oui. Chaos, anarchie. L'armée serait déployée mais resterait passive pour l'instant. Elle n'a pas participé directement à la répression sanglante, ça c'était plutôt la police. Mais il y a une énorme méfiance de la population envers les militaires. On craint qu'ils prennent le pouvoir Oui, VF. et une loi martiale. C'est la crainte, oui. Donc l'avenir immédiat tel que décrit est totalement incertain et potentiellement très sombre. D'accord. C'est un récit vraiment saisissant. Passons maintenant à la deuxième partie. Quelles leçons on peut tirer de tout ça? Et comment ça fait écho à cet appel pour la Guinée dont tu parlais? Qu'est-ce que l'analyse YouTube met en avant comme leçon? Alors, plusieurs points. D'abord, l'idée qu'un pouvoir corrompu, déconnecté, qui ne tient que par la peur qu'il inspire, eh bien c'est fondamentalement fragile. Une fois que la peur est surmontée, tout peut s'écrouler très très vite. Ensuite, Richesse de manière ostentatoire, surtout dans un contexte de misère, ça devient un catalyseur de colère extrêmement puissant. C'est présenté comme un facteur majeur. le rôle des réseaux sociaux aussi, j'imagine. Oui, un rôle ambivalent. C'est un outil d'expression, de mobilisation, c'est clair, mais quand le pouvoir essaie de les contrôler, de les censurer, ça peut être l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est ce qui semble s'être passé là. Et après la chute, C'est l'immense défi. Le risque pointé, c'est de sombrer dans un chaos encore plus profond, plus violent, après avoir tout détruit. La reconstruction sur des ruines, c'est toujours le plus dur. d'autres leçons?
Oui, l'analyse insiste sur le fait que le vrai pouvoir, au fond, il vient du consentement des gens, pas juste de la force brute. La répression, ça ne marche qu'un temps. Les forces de l'ordre elles-mêmes peuvent changer de camp. C'est vrai. Et puis, l'idée que l'injustice généralisée, la corruption systémique, ça mine la stabilité de tout le pays, y compris pour les élites elles-mêmes au final. Et donc la conclusion logique pour l'analyse, c'est qu'un gouvernement pour durer doit assurer un minimum de justice sociale, de redistribution et surtout de respect envers le peuple. Très clair. Parlons maintenant de l'autre document, cet appel à l'insurrection guinéenne. Je le redis, c'est important, on rapporte le contenu tel quel, de manière neutre, on ne cautionne rien. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Alors c'est très direct, le texte appelle explicitement les Guinéens à s'inspirer du Népal, pour, je cite, « mettre fin à la spirale infernale en Guinée ». Et pourquoi? Quelle est la justification donnée? La justification, c'est une dénonciation extrêmement violente de la classe politique guinéenne. Ils sont qualifiés de voleurs qui méritent la mort. Le texte oppose leur train de vie, jugé luxueux, à la pauvreté du peuple. Et il affirme que le peuple a un pouvoir immense, mais qu'il l'ignore. Et la méthode proposée, c'est quoi? La méthode, c'est un soulèvement général, calqué sur ce qui est décrit au Népal. Le texte incite carrément à s'en prendre aux politiciens, directement, à leurs biens, et il va même jusqu'à mentionner leur famille. L'idée, c'est de récupérer ce qui est présenté comme ayant été volé. C'est extrêmement violent comme propos. Et la conclusion de l'appel? La conclusion, c'est une incitation directe, je cite encore, « L'heure est venue, peuple de Guinée, d'apprendre du Népal et de lyncher la classe politique guinéenne corrompue. » Voilà. C'est brut et encore une fois, on ne fait que relater ce qui est écrit dans ce document spécifique. Bien noté. Merci pour cette précision essentielle. Alors, si on essaie de faire une synthèse rapide, on a vu au Népal, d'après l'analyse qu'on a suivie, comment un cocktail explosif, corruption, inégalité criante, humiliation via les réseaux sociaux, tentative de censure, a pu mener à cet effondrement brutal du pouvoir. Et il y a une vague de violence extrême, oui. Et de l'autre côté, on a ce texte qui prend ça comme exemple et appelle clairement à faire pareil en Guinée. Ce qui ressort de tout ça, c'est cette tension énorme, non? D'un côté, la force d'une colère populaire quand l'injustice devient insupportable. Absolument. Une colère qui peut tout balayer. Mais de l'autre côté, il y a les dangers immenses du vide politique, du chaos et de cette violence qui, une fois lâchée, devient incontrôlable et peut tout détruire, y compris l'espoir d'un avenir meilleur. Oui, et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Les sources nous montrent un pouvoir anéanti, des institutions en cendres, une élite pourchassée. La destruction, ça peut sembler libérateur sur le moment pour certains. Mais après, c'est ça la question vertigineuse, non? Exactement. Comment on reconstruit une société sur des ruines pareilles? Après une telle explosion de violence, quand il n'y a plus de structure, plus de repères, quel chemin peut vraiment mener à un ordre nouveau? Un ordre qui soit stable, oui, mais aussi plus juste. Et surtout, comment éviter que ce nouvel ordre ne soit qu'une autre forme de tyrannie ou un chaos permanent? C'est tout le défi. Remplacer une tyrannie par une autre, ou par le chaos. C'est un risque réel. C'est le risque fondamental qui pèse sur l'après de tous ces soulèvements. Défaire un système, c'est une chose. Bâtir quelque chose de viable, de juste et de souhaitable pour tous sur les décombres, c'en est une autre. Beaucoup plus compliquée et pleine d'incertitudes.